Vous voulez investir dans des ETF, mais vous vous demandez concrètement comment faire, comment choisir parmi toutes les options disponibles et surtout quels sont les risques. Alors je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et on terminera par parler de stratégie, quels ETF adopter et à quelle fréquence investir. Alors après avoir écrit le script, je me suis dit que ce serait vraiment pas mal que je vous montre un exemple concret de comment on fait pour acheter des ETF sur une plateforme d'investissement. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo puisque je vais vous montrer directement sur mon téléphone comment on fait. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Trade Republic, une banque en ligne que j'utilise personnellement depuis 2 ans et dont je vais rapidement vous présenter les services. Petit disclaimer qui d'ailleurs sera valable pour toute la vidéo, ce que je partage est à but informatif et éducatif et ça ne constitue en aucun cas des conseils financiers. Investir comporte des risques de perte en capital, donc renseignez-vous bien avant de prendre une quelconque décision financière et n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels. Trade Republic, c'est surtout un bon plan si vous voulez gérer vos dépenses courantes puisqu'il propose un compte courant rémunéré au taux de la Banque Centrale Européenne. Mais si je vous en parle, c'est surtout parce qu'il propose 2 enveloppes d'investissement dont je vous parle souvent sur cette chaîne qui sont le compte titre ordinaire et le PEA depuis qu'il propose un IBAN français. L'un des gros avantages de la plateforme à mon sens, c'est qu'elle est simple d'utilisation, l'application est ergonomique et très épurée, ce qui finalement rend la bourse très accessible et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il propose aussi la possibilité d'acheter des fractions d'actions et de mettre en place des plans d'épargne automatisés et sans frais, idéal pour faire du DCA, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse et après avoir mûrement réfléchi de votre côté, sachez que je mettrai un lien dans la description qui vous permettra de vous inscrire et de télécharger l'application directement. Si vous passez par mon lien, ça ne vous coûtera rien et ça me permettra de toucher une petite commission. Donc voilà, j'aime bien être transparente avec vous là-dessus. C'est aussi quelque part une manière de soutenir mon travail et pour ça, je vous en remercie. Reprenons du coup la vidéo. Cette vidéo fait suite à la première partie sur les ETF que je vous invite vivement à aller regarder si ce n'est pas déjà fait parce que je reprends certaines définitions et certains concepts. Et comme d'habitude, je rappelle que toutes les sources sont en description, donc je vous invite fortement à aller les regarder pour vous faire votre propre opinion sur ce sujet. Alors pour commencer, si on veut acheter des ETF, il faudra passer soit par un courtier, soit par un intermédiaire financier, c'est-à-dire une plateforme d'investissement. Et ces ETF doivent être contenus dans des enveloppes prévues à cet effet, tout comme les actions, les obligations et tous les autres produits financiers. Et parmi les enveloppes les plus connues, on retrouve le PEA, le PER, le compte titre ordinaire ou encore l'assurance vie en unité de compte. Mais attention ici car tous les ETF ne sont pas éligibles à toutes les enveloppes. Le choix de l'enveloppe dépend principalement de vos objectifs, mais j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, donc je vous invite à aller les regarder. Mais ce choix est très important puisque c'est l'enveloppe qui va conditionner la fiscalité appliquée à vos gains et on ne peut pas vraiment parler d'investissement sans parler de fiscalité. Alors l'enveloppe et le courtier sont 2 choses différentes. Vous pouvez ouvrir une enveloppe au sein de plein de courtiers différents. Pour le compte titre ordinaire par exemple, je vais vous afficher quelque part à l'écran une liste de certains courtiers dont j'ai entendu parler ou que j'utilise personnellement, comme ça pourra vous donner quelques idées. Personnellement, j'ai actuellement 2 comptes titres ouverts, dont un chez Boursobank et un chez Trade Republic. Et c'est ce dernier qu'on va utiliser en exemple aujourd'hui, tout simplement parce que son interface est bien plus ergonomique. Et sachez aussi que je prévois de faire une vidéo qui présente mes investissements, mes choix d'enveloppe et mes choix de courtier pour que vous compreniez un peu mieux mon raisonnement. Mais retenez qu'il évolue constamment et que je suis déjà en train de remettre en question certaines décisions que j'ai prises l'année dernière. Donc c'est pour ça que j'insiste, il est important que vous preniez vos propres décisions et que vous ne cherchiez pas à reproduire complètement ce que fait une autre personne parce que ça va dépendre complètement de votre situation et de vos objectifs. Et c'est un peu pareil pour les courtiers, il ne va pas y avoir de courtier parfait puisque chacun a ses avantages et ses inconvénients. Tout dépend de la somme que vous voulez investir, de la fréquence d'investissement et de votre situation en général. Pour choisir, il faut vous demander ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est la fiscalité appliquée aux gains? Est-ce que c'est l'ergonomie de l'application? Est-ce que c'est le service client? Est-ce que c'est les frais d'ordre? Est-ce que c'est le choix de titres disponibles, la possibilité d'acheter des fractions d'actions? Vous voyez donc qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte et que le choix de courtier va dépendre de vos préférences.
Alors comme je vous le disais, chaque courtier fonctionne différemment, mais sur Trade Republic, il vous suffit d'aller dans la barre de recherche, de taper l'intitulé de l'ETF de votre choix. Et nous, pour cette vidéo, on va prendre l'exemple de l'ETF S&P 500 dont je parle souvent. Et là, vous voyez qu'il y a des centaines d'options disponibles. Donc c'est pas forcément facile de choisir quand on n'y connaît rien, on est bien d'accord. Et vous voyez aussi qu'il y a des noms qui apparaissent comme iShares, Amundi. Il y a aussi un petit ACC et un DIST qui reviennent entre parenthèses. On remarque qu'il y a une devise, donc USD ou euro principalement. Donc on va essayer de comprendre tout ce que ces symboles signifient pour que vous y voyez un peu plus clair. Les noms qu'on vient de voir, donc iShares, Vanguard, Amundi, font référence à la provenance des ETF. Il faut savoir que les ETF sont émis par des sociétés de gestion agréées qu'on appelle dans le langage courant des émetteurs. Ces sociétés créent et mettent en circulation des ETF, donc ce qu'elles vont faire c'est choisir un indice financier à suivre et elles vont chercher à répliquer sa performance de manière la plus fidèle possible. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'on ne détient pas les actifs nous-mêmes, puisque c'est la société qui les détient, mais on reste bien propriétaire des parts qu'on achète et la société n'est qu'un intermédiaire. Alors sachez qu'il existe des milliers d'ETF dans le monde et que leur nombre évolue constamment au gré des lancements et des fermetures. Mais parmi tout ça, sachez qu'il y a 3 grandes sociétés qui se distinguent très clairement et il s'agit de BlackRock, de Vanguard et de State Street. Ces 3-là gèrent à eux seuls les 2/3 des encours mondiaux, donc ce n'est quand même pas négligeable. Et en Europe, on retrouve aussi Amundi et DWS qui sont très populaires. Pour ne rien simplifier, les sociétés de gestion peuvent aussi avoir leur propre gamme d'ETF. Par exemple, BlackRock a la gamme iShares et DWS a la gamme Xtrackers. Donc finalement, toutes les différentes versions du S&P 500 qu'on voyait sur l'application sont liées à ça. Et en l'occurrence, beaucoup de sociétés répliquent la composition du S&P 500 parce que c'est un indice qui est très populaire, mais pour des indices qui sont moins connus, dans ce cas, vous aurez beaucoup moins de choix. Et alors comment on fait pour choisir la société de gestion qu'on veut pour notre ETF? Eh bien sachez que chaque société a ses propres frais de gestion et ses méthodes de réplication de l'indice. Et donc quand on a le choix entre plusieurs ETF qui répliquent le même indice, le bon sens c'est de choisir celui avec le moins de frais de gestion, on est bien d'accord. Pour le S&P 500, les plus populaires sont proposés par BlackRock et Amundi. Donc par exemple, si on reprend l'application et qu'on regarde l'ETF proposé par BlackRock, donc iShares, et qu'on descend dans la partie information sur le produit, on retrouve les frais associés. Et donc ici, le coût annuel affiché est de 0,07%. Alors que si on regarde maintenant celui émis par Amundi, donc c'est toujours le S&P 500, on constate que le coût annuel est de 0,15%, ce qui correspond du coup aux frais de gestion de l'ETF. Mais en réalité, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, et notamment la fiabilité de l'entreprise émettrice, mais aussi la méthode de réplication et la gestion des dividendes, mais on va parler de ça juste après. Et on va donc parler maintenant de méthode de réplication, puisque comme je vous l'ai expliqué, un ETF réplique la performance d'un indice. Donc on va essayer de savoir comment ça fonctionne. Ici, si on reprend l'ETF de la gamme iShares, toujours dans la partie information, on constate que dans réplication, il y a écrit physique, alors que pour l'ETF d'Amundi, il y a écrit swap dans la même catégorie. Cela signifie du coup que l'ETF d'Amundi et celui de iShares ont en réalité des modes de réplication différents. Donc on va commencer par le premier mode qui est la réplication physique, qui est aussi le mode le plus répandu et qui est ce qu'on appelle une réplication directe, puisque la société de gestion investit directement dans les titres de l'indice avec la même pondération. C'est donc une réplication fidèle et assez simple à comprendre. Par exemple, si l'indice suivi comprend 70% d'Apple et 20% de Tesla, alors ce qui va se passer, c'est que la société de gestion va acheter 70% d'actions Apple et 20% d'actions Tesla. Et le deuxième mode de réplication est un peu plus complexe, alors je vais essayer de faire au mieux, mais accrochez-vous bien, il s'agit d'une réplication synthétique indirecte. On va essayer de comprendre comment elle fonctionne et quel peut être son intérêt. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est que la société ne va pas détenir directement les actions de l'indice, elle va signer un contrat avec l'intermédiaire qu'on appelle aussi une contrepartie et qui est en général une banque. Et le contrat précise que la banque doit fournir à la société avec exactitude la performance de l'indice. Elle s'arrange pour obtenir un rendement identique. Et en échange, la contrepartie perçoit une commission
plus le rendement d'un panier d'actifs détenus au sein de l'ETF, qui constitue également ce qu'on appelle une garantie pour réduire le risque lié au swap. Alors ce panier d'actifs ou de garantie n'a pas de lien avec l'ETF suivi et ne nous concerne pas directement en tant qu'investisseur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cas d'un ETF synthétique, il y a bien deux acteurs principaux, donc la société de gestion d'une part et l'intermédiaire contrepartie. Si je vous explique tout ça, c'est parce que comprendre ça nous permet de comprendre pourquoi certains ETF qui ne sont pas européens sont toutefois éligibles au PEA. Comme vous le savez si vous avez regardé mes précédentes vidéos, au sein d'un PEA, on ne peut acheter que des actions européennes. À l'exception de certains ETF qui respectent des critères d'éligibilité, c'est-à-dire qui détiennent une certaine proportion d'actions européennes. Et donc, vous l'aurez compris, c'est là qu'interviennent les ETF synthétiques. En fait, ce qui se passe, c'est que ces ETF détiennent des titres européens dans leur portefeuille de garantie. Et donc, ça les rend éligibles au PEA de manière indirecte. Ce qui signifie que sur un PEA, si vous voyez des ETF non européens, ce sont forcément des ETF synthétiques, aussi appelés des swaps. Mais quelle est concrètement la différence entre un ETF swap et un ETF à réplication physique? Alors en général, les swaps sont légèrement moins chers que les ETF à réplication physique parce que les coûts de gestion sont plus faibles. Il suffit pour simplifier de signer un contrat et de gérer un petit panier d'actifs, tandis que les ETF à réplication physique doivent acheter individuellement les actions qui composent l'indice. Alors sachez qu'il existe aussi des ETF dits d'échantillonnage qui vont en fait réaliser une sélection et ne choisir que les titres les plus influents de l'indice. Mais ça reste quand même des frais d'ordre importants à chaque fois et aussi des frais d'actualisation puisque les ETF sont constamment actualisés en fonction des évolutions des indices. Bon, ici, en l'occurrence, si on reprend l'indice S&P 500, on voit que celui d'Amundi a des frais de gestion qui sont plus élevés que celui proposé par BlackRock, alors qu'il s'agit d'un swap, mais ça s'explique parce que BlackRock et Amundi n'ont tout simplement pas la même puissance sur le marché mondial. BlackRock détient beaucoup plus d'actifs et peut se permettre de casser les prix sur certains de ses ETF les plus influents, donc vous voyez que le mode de réplication n'est pas le seul facteur qui influe sur les frais de gestion. Et les ETF synthétiques ont aussi leur avantage puisqu'ils permettent, dans certains cas, de suivre des indices qui sont difficiles à suivre avec une réplication physique. Et cela s'explique parce que des fois, certaines actions sont un peu plus compliquées à obtenir à cause de restrictions géographiques ou d'une liquidité limitée. Mais je dois dire qu'il y a quand même un léger risque supplémentaire d'une réplication indirecte par rapport à une réplication directe, car si l'intermédiaire qui fournit le swap a un problème, alors ce qui se passe, c'est que l'ETF peut ne plus suivre correctement la performance de l'indice. Mais sachez qu'il y a beaucoup de réglementations à ce sujet qui font que vous ne pourrez pas perdre tout votre investissement comme ça si la contrepartie fait défaut. Et il existe aussi des risques associés à la réplication physique. Aucun mode de réplication finalement n'est parfait et c'est important de l'avoir en tête. Alors personnellement, je ne vois pas vraiment de problème à investir dans des ETF synthétiques et particulièrement au sein du PEA où c'est la seule option possible, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et maintenant qu'on a parlé de société de gestion et de mode de réplication, on va parler d'un autre paramètre qui est le petit ACC ou DIST qu'on voyait tout à l'heure à côté de chaque ETF. Alors ce petit symbole fait référence au mode de versement des dividendes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux façons de se faire de l'argent avec des ETF. Donc si vous voulez acheter des ETF, vous voyez qu'il y a un certain prix qui peut être soit en hausse, soit en baisse en fonction du moment où vous décidez d'acheter. Et pour le coup, ça fonctionne un peu comme avec les actions, puisque les performances de l'ETF dépendent de celles de l'indice et donc des entreprises qui sont représentées. Et c'est aussi valable avec des ETF suivant des indices sur d'autres classes d'actifs, comme par exemple les matières premières. Donc vous l'aurez compris, au moment de la revente, vous ferez soit une plus-value, soit une moins-value en fonction de l'évolution des marchés. Et la deuxième façon de se faire de l'argent avec les ETF, c'est tout simplement par le versement des dividendes. Les dividendes correspondent à une partie du bénéfice que réalise la société ou l'entreprise. Quand vous achetez des actions, vous devenez ce qu'on appelle actionnaire et vous recevrez des dividendes proportionnellement au nombre de parts que vous détenez. Et les versements de ces dividendes peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels en fonction des politiques de la société. Et avec les ETF, le principe est le même puisque les entreprises qui constituent le fonds vont vous reverser des dividendes
Sauf que là, vous aurez le choix de les toucher immédiatement ou non. Vous devez choisir entre des ETF capitalisants, donc avec le petit ACC, ou des ETF distribuants avec le petit DIST. Un ETF capitalisant ou accumulatif réinvestit automatiquement les dividendes perçus dans le fonds. Il fait ce qu'on appelle une accumulation. Alors qu'un ETF distribuant va vous reverser directement les dividendes à intervalles réguliers. Les deux versions peuvent être proposées par la même société de gestion ou par d'autres. Mais attention, car tous les ETF ne sont pas disponibles en version capitalisante et en version distribuante. Il faut quand même savoir que les ETF distribuants impliquent une fiscalité un peu plus complexe puisque les dividendes sont assimilés à des revenus qui doivent être soumis à l'impôt sur le revenu dès lors qu'ils sont versés. Et ce, même si vous ne les retirez pas. Alors que dans la version capitalisante, les dividendes étant directement réinvestis, vous ne les percevez pas et donc l'impôt est différé. Ce qui se passe, c'est que les gains seront imposés au global au moment de la revente de vos parts. Alors personnellement et pour des stratégies long terme, je trouve que les ETF capitalisants sont un peu plus intéressants parce qu'ils permettent de bénéficier de l'effet boule de neige dont je vous parle régulièrement dans mes vidéos, qui permet de générer des gains par-dessus des gains et donc d'avoir quelque chose d'exponentiel en conditions favorables des marchés, on est bien d'accord. En parlant de dividendes, ça me fait penser qu'il faut que je vous parle de devises. Puisqu'à côté des différentes options d'ETF, on l'a vu tout à l'heure, il y avait un petit symbole correspondant à la devise, donc euro ou USD. Ça fait tout simplement référence à la devise dans laquelle l'ETF est échangé. Mais ce qui compte en réalité, c'est la devise des actifs sous-jacents. Je m'explique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un ETF S&P 500 qui soit coté en euros ou en dollars sera quoi qu'il arrive exposé au dollar américain puisqu'il est exclusivement composé d'entreprises américaines. Un ETF monde sera quant à lui exposé à plusieurs devises puisqu'on retrouve évidemment l'US dollar mais aussi le won coréen ou encore le franc suisse. Mais la devise majoritaire reste bien l'US dollar puisque la majorité des actions qui composent l'indice sont des actions américaines. Mais en tant qu'investisseur, qu'on investisse dans un ETF en euros ou en US dollars, ça ne change finalement pas grand-chose. Il y aura forcément un taux de change qui aura lieu soit en continu si vous investissez en euros ou soit en une fois à la fin si vous investissez en US dollars. Quand je dis à la fin ici, je fais bien référence à la revente de vos parts puisque de toute façon, vous aurez besoin de convertir vos US dollars en euros pour en bénéficier, en tout cas en France. Alors certains vont vous parler de stratégie par rapport à ça, mais personnellement je prends tout simplement l'ETF dans la devise où la majorité des actifs sont libellés, mais ça reste un choix personnel et il n'y a pas vraiment de grosse stratégie à avoir à ce niveau-là, en tout cas à mon avis. Et maintenant qu'on a vu les différentes caractéristiques des ETF, j'espère que vous y voyez un peu plus clair, on va parler pour terminer cette vidéo de stratégie et de risque. Quelle serait une stratégie d'investissement possible avec les ETF ? En réalité, il y a plusieurs possibilités, mais celle que j'utilise personnellement pour les ETF, c'est ce qu'on appelle le Dollar Cost Averaging ou DCA. Cette méthode d'investissement consiste à investir régulièrement une certaine somme d'argent sans tenir compte de l'évolution des marchés boursiers. Donc ce que je fais, c'est que je mets en place des virements programmés en début de chaque mois et que dès que je reçois mon salaire, mon argent est automatiquement investi dans mes différents ETF. Ce qui est bien, c'est qu'avec certains courtiers, il est possible de mettre en place des plans d'épargne et d'investir sans avoir à y penser. Et l'idée derrière ça, c'est d'investir tout le temps, donc à la fois quand les prix sont bas, mais aussi quand les prix sont hauts. C'est une stratégie passive qui permet en fait de lisser les fluctuations de marché sans essayer de faire de paris. Petit aparté quand même par rapport à la chute du marché américain qu'on vient d'expérimenter, puisque certains m'ont dit en commentaire qu'ils avaient arrêté leur DCA parce qu'ils étaient un petit peu inquiets. Ce que je tiens à dire par rapport à ça, c'est que arrêter son DCA en période de chute des marchés, ça revient à ne plus faire de DCA tout simplement. Alors je ne donne pas de conseils financiers ici, vous le savez, mais j'aimerais juste insister là-dessus pour que vous en ayez conscience. À partir du moment où vous modifiez vos investissements à cause de l'évolution des marchés, dans ce cas, vous ne faites plus de DCA. Et personnellement, je trouve ça dommage d'arrêter d'investir quand les prix sont bas, surtout qu'en général, quand on se lance sur ce type d'actifs, c'est qu'on croit en leur croissance à long terme, et il ne faut pas l'oublier. Je prévois aussi de vous faire des vidéos un peu plus détaillées sur ces histoires de stratégie d'investissement et notamment de fréquence d'investissement. Donc si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Ensuite, j'en ai parlé en première partie, mais on peut se demander si ça vaut le coup d'avoir plusieurs ETF qui se chevauchent, comme par exemple le MSCI World et le S&P 500.
Bon, j'ai pas mal réfléchi à tout ça et je vous avoue que j'ai pas vraiment de réponse unique à cette question. Si on se renseigne un peu, on se rend compte que l'indice S&P 500 a historiquement surperformé par rapport à l'indice MSCI World. Alors dans ce cas, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi ne pas directement investir dans le S&P 500. Et en réalité, la même question peut se poser avec l'indice Nasdaq 100 et je vais vous expliquer pourquoi. Le Nasdaq 100 se compose aussi d'entreprises américaines et plus spécifiquement d'entreprises technologiques à fort potentiel de croissance, qui sont celles qui ont actuellement le plus de poids dans l'indice S&P 500. Donc dans ce cas, on peut carrément se demander pourquoi ne pas choisir le Nasdaq 100 au lieu du S&P 500. À ce niveau-là, il ne faut pas oublier qu'en investissement, il y a une corrélation entre risque et performance. Plus on va dans des indices restreints et plus le risque augmente, donc évidemment cela signifie aussi que les potentiels gains sont plus importants, mais les potentielles pertes aussi. Donc dans des situations de marché favorables, c'est très bien, mais quand les marchés chutent, c'est un petit peu moins bien. Et tout dépend du risque que vous êtes prêt à prendre, de la durée de votre placement, mais aussi de ce en quoi vous croyez. Parce que si vous croyez par exemple en l'avenir des pays émergents, alors pourquoi ne pas parier dessus? Si vous croyez que les pays développés, autres que les États-Unis, vont globalement mieux performer, dans ce cas peut-être qu'un indice monde orienté sur les autres pays serait peut-être plus adapté. Et si vous pensez que quoi qu'il arrive, les États-Unis vont continuer de dominer le monde, alors dans ce cas, l'indice S&P 500 est plus approprié. Attention encore une fois à bien vous renseigner sur ce que couvrent réellement ces indices, parce que le MSCI World par exemple ne couvre pas le monde entier, mais représente bien une partie des pays développés. Et on pourrait également parler d'éthique et de valeur à ce niveau-là, mais je pense que je vais vous en faire une vidéo à part entière parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. En tout cas, pour en revenir au choix entre MSCI World et S&P 500, il n'y a pas qu'une seule parole ici. Il y a une question de performance, mais il y a aussi évidemment une question de psychologie. Il faut que psychologiquement vous soyez en accord avec vos choix. Et personnellement, quand j'ai commencé à investir, je n'arrivais pas à choisir entre un MSCI World et un S&P 500, donc j'ai tout simplement opté pour les deux. Aujourd'hui donc j'ai toujours un peu des deux ETF et je suis en accord avec ça, même si je commence à prendre conscience de ce que ça implique, donc une surpondération des États-Unis dans mon portefeuille. Et donc c'est aussi pour ça que ma stratégie actuelle est en train d'évoluer. Quand on débute, on a toujours tendance à trop vouloir se diversifier partout et honnêtement, après réflexion, je pense que 1 ou 2 ETF bien choisis valent parfois mieux que 5 ou 6 ETF qui se recoupent. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais faire une petite parenthèse sur le risque. Quel risque on prend à investir dans des ETF ? Alors si les ETF sont si populaires depuis qu'ils ont été créés dans les années 90, c'est parce qu'il y en a pour tous les goûts et qu'ils ont des frais de gestion assez faibles. Un autre gros avantage des ETF, et on l'a vu dans la première partie, c'est qu'ils permettent d'avoir une diversification immédiate qui dépend bien évidemment de l'indice suivi. Et bien qu'ils aient pas mal d'avantages, je suis quand même obligée de vous dire qu'un ETF reste un produit financier qui implique du coup un risque de perte en capital. Ça veut dire que vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement et ce risque existe, donc c'est important d'en avoir conscience. Maintenant, tout investissement comporte des risques, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de risques lorsqu'on est capable de le mesurer. Et on m'a déjà demandé plusieurs fois s'il était possible de perdre plus d'argent que ce qu'on a investi, et la réponse est non, vous ne pourrez jamais perdre plus d'argent que ce que vous avez investi. Et voilà, c'est terminé pour cette longue vidéo sur les ETF. J'espère que le sujet vous aura plu, que ça n'aura pas été trop dense et que j'ai été suffisamment claire. Et désolée pour ce format un peu plus long, j'espère que vous aurez quand même réussi à suivre, mais j'avais pas vraiment envie de recouper encore une troisième fois la vidéo. Si vous constatez certaines erreurs dans la vidéo, n'hésitez pas surtout à me corriger en commentaire. Dans tous les cas, n'oubliez pas de garder votre esprit critique, c'est très important. Merci infiniment pour votre soutien et n'hésitez pas à vous abonner si ces sujets vous intéressent et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.